Alors aujourd'hui, on va faire un peu de maths. Des maths, vous allez me dire pourquoi. Bien si, parce que lorsqu'on introduit le digital dans les locomotives et dans nos systèmes, on introduit l'électronique, on introduit aussi de l'informatique. Et cette informatique va utiliser certains concepts qui sont des concepts mathématiques. Et on va les voir quand même assez rapidement après. Alors un peu de maths. Le nombre qui est écrit là-haut avec des 0 et des 1, en règle générale, on va le lire 11 011. Et en fait, vous avez raisonné parce que c'est selon notre numération classique, la numération décimale. Et en fait, quand on fait la numération décimale, qu'est-ce qu'on fait? On décompose le nombre en unités par rapport à la puissance de 10. Donc 11 011, c'est 1 fois 10 000, plus 1 fois 1000, plus 0 fois 1000, plus 1 fois 10, plus 1 fois 1. Et donc on le décompose après en puissance de 10, c'est-à-dire 1 plus fois 10 puissance 4, plus 1 fois 10 puissance 3, plus 0 fois 10 puissance 2, donc là on a le 0, des centaines, 1 fois 10 puissance 1 et 1 fois 10 puissance 0, 10 puissance 0 qui vaut 1, puisque tout nombre à la puissance 0 vaut 1 en mathématiques. Et si par contre on disait que 11 111, enfin ce qu'on lit 11 111, ça représentait 27, c'est-à-dire 27 en numérotation décimale. Et si je dis après qu'une CV, donc une de nos variables de configuration, qui a une valeur à l'intérieur de, en fait, 7 fois le chiffre 1, ça représente 255 en numérotation décimale. Alors vous dites, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, une variable de configuration en informatique, c'est un octet, on en a parlé précédemment, et donc 8 bits. Et un bit, c'est une information unitaire digitale, donc ça prend ou la valeur 0 ou la valeur 1. Donc en ne raisonnant plus que 0 et 1, on va passer sur une numérotation qu'on appelle la numérotation de base 2. C'est-à-dire qu'au lieu de décomposer sur la base de 10 unités, on va décomposer sur la base de 2 unités. Et en effet, 255, c'est la somme, quand on regarde bien, de 128 plus 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1. Donc, c'est 2 puissance 7 plus 2 puissance 6 plus 2 puissance 5, 2 puissance 4, 2 puissance 3, plus 2 puissance 2, plus 2 puissance 1 et 2 puissance 0, qui là encore vaut 1. Et donc, on est passé dans une décomposition selon la base de numérotation 2. Donc, si on reprend notre 27, c'est 16 plus 8 plus 2, c'est-à-dire 2 puissance 4 plus 2 puissance 3 plus 2 puissance 1 plus 2 puissance 0. Et 27 est noté ou représenté par 1, 1, 0, 1, qu'on pourrait lire bien sûr 11 011 si on reste en numérotation décimale. Mais là, on est en base 2, donc on va dire 1, 1, 0, 1, 1. Alors, si on fait un petit peu de maths, mais je vous laisse faire l'exercice où on va plutôt donner la solution. 63, c'est 32, plus 16, plus 8, plus 4, plus 2, plus 1. 63, ça va être donc 2 puissance 5, plus 2 puissance 4, plus 2 puissance 2, plus 2 puissance 1, plus 2 puissance 0. Alors on peut continuer avec 39, c'est 32, plus 4, plus 2, plus 1, et on va le décomposer, et ainsi de suite. Alors, bon, vous êtes très doués, on n'a pas le temps de faire trop d'exercices, mais je vous laisse vous référer, peut-être qu'en maths, vous avez des petits souvenirs de la base 2, et que vous avez fait ce type d'exercice. Alors là, on va revenir un petit peu plus aux variables de configuration, parce que je vous souviens, on en a parlé, certaines sont obligatoires dans la norme, certaines ont une grande importance. Et donc, dans ce retour au CV, on va retourner d'abord à la CV29. Vous savez, la CV, la variable de configuration 29, on avait dit qu'elle était obligatoire et qu'elle est très importante. Et cette variable 29, c'est un octet de 8 bits et chaque bit a une signification. Donc, dans la littérature pour CV29, on vous parle de signification des bits et en général, on vous donne une valeur décimale correspondante, c'est ce qu'on appelle le poids du bit. Donc, la CV29, on vous la présente comment? Dans un ordre bien précis qui est bit 7, bit 6, jusqu'à bit 0. Et donc, chacun de ces bits
un poids respectif de 128, 64, et on retrouve derrière le mot bit 7, vous retrouvez 2 puissance 7, 2 puissance 6, pour finir par 2 puissance 0, qui est 1. Alors, le principe de calcul de la valeur finale décimale, en fait, pourquoi on va finir par une valeur décimale? Parce qu'on l'entre en général avec une manette ou un outil de programmation. Donc, si un des bits quelconque doit être mis à 1, c'est-à-dire qu'il va avoir une information significative. Donc on multiplie 1 par le poids correspondant et on fait ensuite cette opération pour chacun des bits qu'on met à 1, et puis on fera la somme ensuite. Donc vous voyez que si on considère que les bits 1 et 2 sont à 1 et le reste à 0, la CV29, vous voyez sa représentation, et sa valeur décimale, ça sera 1 à la fois 4 plus 1 fois 2, soit 4 plus 2, c'est-à-dire 6. Donc 4, c'est le poids du bit 2, et 2, c'est le poids du bit 1. 4, c'est 2 puissance 2, 2, c'est 2 puissance 1. Et chaque bit dans la CV29, c'est décrit dans la norme à une signification précise. Le bit 0, il est relatif à l'inversion du sens de marche. En règle générale, on l'active rarement, mais ça permet de renverser le sens de la machine, parce qu'il y a certains moteurs qui sont montés à l'envers, dont certains moteurs d'origine autrichienne comme Kleinbahn, où parfois on fait une erreur de montage, on ne sait pas trop, et au dernier moment on n'a pas envie d'inverser les fils, donc on va avoir recours à cette inversion du sens de marche. Ou éventuellement un aimant à l'issue d'un remontage de moteur qui en a inversé. Bon, c'est bien pratique, ça évite de tout redémonter, et donc on va utiliser ce bit 0, mais comme je vous le dis, rarement activé. Le bit 1, il sert à définir le nombre de crans reconnus par le décodeur. Alors, sur des vieilles versions, on était sur des systèmes à 14 crans, puis ensuite on est passé à 24 ou 128 crans sur les fabrications plus récentes. Aujourd'hui, en gros, on est positionné à 1, mais de plus en plus de décodeurs reconnaissent automatiquement dans la liaison avec la centrale si la centrale travaille en 24 ou en 128 crans. Le bit 2 est assez intéressant, il autorise ou non un fonctionnement en mode analogique ou non. Donc, en mode la valeur 0 bloque l'analogique, la valeur 1 autorise l'analogique. Le bit 3, c'est l'activation de la fonction RICOM, donc c'est le système bidirectionnel breveté par Lenz, mais qui est utilisé par de nombreux fabricants de décodeurs. Alors, je vous l'avais dit un petit peu précédemment, ça demande quand même que toute la chaîne en amont du décodeur, central, booster et autres, soit opérationnelle pour le RICOM, et s'il est à 1, il est activé. Le bit 4, c'est le type de courbe de vitesse. Si on le met à 0, on va utiliser la courbe de vitesse basée sur les CB2, 5 et 6, donc qui donne la vitesse minimale, la vitesse moyenne et la vitesse maximale. Si on passe sur la valeur 1, on va être sur une courbe qui est basée sur des informations qui sont stockées dans les CV67 à 94. On le verra un petit peu plus tard, ce que ça fait, le fait de positionner à 0 ou 1. Le bit 5, choix du type d'adresse longue ou courte. 0, c'est qu'on va utiliser l'adresse courte, donc stocké dans la variable de configuration 1. Le 1, on se positionne sur une adresse longue et on va utiliser pour stocker à ce moment-là l'adresse deux variables de configuration, la 17 et la 18. Tout ça, c'est décrit dans la norme. La simple chose, c'est que on verra qu'avec des manettes, c'est plus pratique parce qu'en général, ça masque un certain calcul qui lui aussi est à faire sur CV17 et CV18. Alors rapidement, pourquoi adresse longue et adresse courte? On a commencé tout au début avec des adresses courtes où on pouvait aller de l'adresse en gros 1 à 127, et puis certains amateurs, et puis rapidement on s'est rendu compte que dans la gestion de club, ça suffisait plus. Donc on est passé sur des adresses où on va en gros de 1 à, alors bien souvent 9999 parce que c'est du fait des manettes, mais en fait beaucoup de décodeurs acceptent un tout petit peu plus, et on va aller à ce qu'on appelle 10K, c'est-à-dire un tout petit peu plus de 10 000. Le bit 6 aujourd'hui, il est toujours réservé pour un usage futur, c'est pas encore défini. Et le bit 7, c'est quelque chose en principe, on ne peut pas le mettre à jour puisqu'il a une valeur mise en usine qu'on ne peut pas modifier. Donc 0 si c'est un décodeur d'accessoires, et 1 si c'est un décodeur de fonction de locomotive. Mais en général, ça c'est une chose qu'on ne touche pas. Donc bien souvent,
La valeur par défaut de CV29, c'est souvent 6, donc ça veut dire 4 plus 2. Donc le bit 1 est positionné à 1, le bit positionné 2 est positionné à 1. C'est souvent la valeur livrée par défaut quand on achète le décodeur. Donc ça veut dire qu'on autorise la circulation en analogique. Et le décodeur est apte à fonctionner en 24 ou 28 crans. Donc, qu'est-ce qui se passe si je veux garder ces paramètres d'origine et je veux passer en adresse longue? C'est-à-dire qu'il y a quelque part, vous souvenez, un bit qui doit rester positionné à 1 pour passer en adresse longue. Donc, le bit 1 reste positionné à 1, le bit 2 reste positionné à 1. Le bit 5, qui définit si on utilise ou non l'adresse longue, va maintenant être positionné à 1. Donc, vous voyez, la nouvelle adresse, et qui est un très classique, ça va être 38. Donc voilà, si on fait 62, ben, je vous laisse chercher ce qui est activé dans le décodeur. Là, vous avez donc le principe 0, 1, 2, 3, 4, 5, le poids du bit, et vous voyez donc qu'on arrive à 32. Alors, les CV de base, en fait, comme il n'y a pas la norme n'impose pas des valeurs, quand on travaille selon qu'on utilise du ESU ou du LENS, alors je vous ai donné ESU et LENS simplement parce que ce sont les décodeurs que, au sein du club, nous utilisons le plus, mais pour d'autres décodeurs, il faut aller lire les documentations et regarder ce qu'il y a comme valeur de base. Donc par exemple, vous avez ce qui se passe chez ESU, et puis vous avez chez LENS. Donc on est sur des principes à peu près pareils, mais on va laisser, chacun va prendre comme il le souhaite. Donc si vous prenez l'exemple de la CV5, qui est la vitesse maximale, chez ESU on va de 0 à 64 avec un défaut à 64, chez LENS on va de 0 à 255 avec un défaut à 254. La CV8 va contenir par défaut le numéro du fabricant dans la liste NMRA Europe, hein, bien sûr. Et en général, chez ESU comme chez LENS, le fait d'écrire CV8 furtivement dedans va provoquer un retour aux valeurs d'usine. C'est bien pratique, parce que parfois on se plante. Quand on se plante, ça arrive à vraiment semer la panique dans le décodeur. Et c'est bien pratique de revenir aux valeurs d'usine qui sont en général adresse à 3, adresse courte 3, et la CV29 à 6. Alors, CV17, CV18, donc je vous en ai parlé, utilisé pour les adresses longues, actives si on a mis le bit 5 à 1 dans la CV29, et une information qui est répartie entre CV17 et CV18. Alors, il y a un algorithme de calcul qui est donné parfois dans les notices de décodeur. Ce qui se passe maintenant, c'est que bien souvent les manettes, les centrales, les programmes de paramétrage de décodeur vous masquent cet algorithme, le prennent en charge. Et si on prend le cas ne serait-ce que de la Multimouse Rocco, quand on dit qu'on met une adresse longue, elle va faire le calcul seule et elle va se charger de remplir CV17 et CV18 sans qu'on ait à le faire. Alors, les courbes de vitesse, c'est justement un autre point qu'on a vu qui est positionné dans la CV29. Deux possibilités qui sont d'ailleurs mutuellement exclusives, où on utilise le contenu de CV2, 6 et 5, où on utilise les CV 67 à 94. La première possibilité, c'est toujours la configuration par défaut. Et la deuxième possibilité, on active le bit CV4 de CV29. Et en activant le bit 4, à ce moment-là, on va utiliser quelque chose qui donne des courbes un petit peu plus douces. Donc, les deux images qui vont suivre, celle-ci et la suivante, elles sont issues d'un affichage de log programmeur ISU. Donc, soit on utilise donc ici le système des trois valeurs, la vitesse de démarrage, la vitesse médiane et la vitesse haute, soit, donc ici vous avez vos 3 points, soit on utilise ce qu'ils appellent la courbe de vitesse, qui en général est fournie par défaut sur le décodeur aussi, et donc vous avez quelque chose de, je ne vais pas dire plus harmonieux, mais qui permet un démarrage plus lent et un petit peu plus en phase avec la réalité. Mais ça a un petit bémol, par exemple sur le réseau du club où nous utilisons le programme Train Controller, nous sommes revenus à 3 valeurs et en tirant une droite. Parce que dans la mesure où le programme Train Controller gère lui-même les ralentissements, il y a des effets de bord entre une courbe de vitesse qui est
qui serait programmé donc en activant le bit 4 et le fonctionnement lui-même du programme, et donc ce qui fait qu'il y a des problèmes au ralentissement comme à l'accélération des trains. Donc quand on est souvent avec des programmes, on a parfois intérêt à revenir avec l'utilisation des 3 points, donc annuler le bit 4 dans la CV29. Mais ça, c'est tiré de notre expérience. Je vous laisse découvrir selon les programmes que vous utilisez si vous pilotez votre réseau avec un programme. Donc, en résumé, les variables de configuration, c'est à manipuler avec précaution, mais il ne faut pas non plus avoir peur. Il y en a peu qui sont à modifier pour parvenir à un démarrage en digital. Si vraiment vous démarrez, que vous ne voulez rien toucher, souvent il y a que la CV1 qui est à modifier, celle de l'adresse de la machine. Et puis au fur et à mesure que vous progresserez ou avancerez dans votre utilisation, vous aurez peut-être d'autres CV à bouger. Il est clair que les programmes de mise à jour des décodeurs vont vous aider beaucoup, parce qu'ils vous massent des calculs à faire sur CV29, CV17, 18, mais ce n'est pas forcément les programmes qui sont payants, mais ce sont les interfaces de communication avec le décodeur. Si on prend les moins chers qui sont les Sprock DCC, on est autour de 60-70 € environ aujourd'hui. Si on part sur les interfaces de Merklin, ESU, Pico, on est sur des prix qui vont varier de 120 à désormais 190 € pour l'équipement de chez Pico. Alors, on va revenir sur le décodeur en lui-même, maintenant qu'on a vu un petit peu tous les principes qui l'entourent. Donc, le décodeur. Ah, un petit peu de façon réductrice, le décodeur, c'est une puce qui permet de rendre la locomotive intelligente. Je pense qu'il faudrait mettre des petits guillemets sur le mot intelligent, mais c'est surtout ce qui va lui permettre de prendre en charge la locomotive par la centrale digitale. Donc il y a 2 grands types de décodeurs mobiles, l'un qui va piloter le moteur et l'autre uniquement des fonctions. Donc aujourd'hui, on voit de plus en plus apparaître certains fabricants qui livrent des rames complètement digitalisées, c'est-à-dire surtout des rames type rame à 2 essieux avec une voiture pilote. Et donc on va trouver des décodeurs de fonctions qui vont assurer l'éclairage intérieur, inversion feu blanc, panneau rouge, éventuellement éclairage de la cabine de la voiture pilote et toutes ces nouvelles fonctions qui arrivent. Et donc là on est sur un décodeur de fonctions, le décodeur moteur étant pilotage du moteur étant lui dans la machine. Alors, comment le choisir ? Aujourd'hui, il y a quelques grands critères. Alors, on ne détient pas la vérité au club, mais quelques grands critères qui vont contribuer au choix. Ce que vous envisagez vis-à-vis du décodeur, donc le nombre de fonctions, la puissance moteur, donc vous avez quand même des moteurs, en général, on est sur 400, 500, 600 mAh. Maintenant, sur un train bien chargé, on peut monter un peu plus, donc vérifiez déjà que le décodeur supporte cette puissance. Le type de moteur, faut faire attention quand on va sur des moteurs un peu sophistiqués, comme les moteurs Maxon, certains moteurs Trix, certains moteurs Fowler, donc des moteurs un peu sophistiqués. Tous les décodeurs ne les supportent pas bien. Le Rycom aussi, donc ce système bidirectionnel, si on veut vraiment avoir ce principe-là. Le budget, entrer en jeu, on est aujourd'hui entre 18 et pratiquement 40 € pour les très haut de gamme. Plus, bien sûr, si c'est du digital que vous faites avec des grandes échelles, puisque là, il faudra passer avec les modèles, en général, Play XL, Maxi ou autres, où là, on peut arriver sur des décodeurs à 50, voire 60 €. 80 à 130 € pour les décodeurs sonores. Ça va dépendre des marques, ça va dépendre du modèle et ce que vous voulez faire. 130 €, c'est souvent des décodeurs qui sont vendus par des artisans avec des sons chargés de très bonne qualité parce que les sons ont été enregistrés à proximité des machines. La taille du décodeur, on en a un petit peu parlé, mais est-ce qu'on est sur une taille micro ? Donc en général, les décodeurs plutôt adaptés aux échelles N, TT ou Z, standard, donc en général le HO, quoiqu'on va utiliser parfois des décodeurs taille micro dans des petites machines,
ou le maxi qui est plus destiné au 0, ou l'échelle 1, l'échelle LGB. Le type de prise que vous avez sur la machine, donc absence de prise sur des machines plutôt anciennes, le 8 pôles classique NEM 652, les nouvelles prises Plux 8 16 22, la prise Next 18 alias NEM 662 et la prise MTC 21. La possibilité aussi de mise à jour du firmware. Alors le firmware, c'est le petit programme qui est à l'intérieur du décodeur, puisque le décodeur peut être comparé à un mi-chemin entre un petit automate, voire un tout petit, presque un tout petit ordinateur. Donc le firmware, c'est le programme interne qui le fait fonctionner. Et puis un point qu'on constate petit à petit avec l'expérience sur le retour, faire attention à l'homogénéité de votre parc de matériel, c'est-à-dire que, et la facilité de mise à jour des CV. On peut être tenté parfois, et j'en ai vu sur des sites de vente en ligne, on trouve des décodeurs à 15, 16, 17 euros, en bas de gamme, 18 euros. Bon, après, quand on lit dans les forums, ils ne sont pas toujours très fiables, et puis c'est pas toujours très... Les possibilités offertes en termes, ce que je vous disais, nombre de fonctions, puissance moteur, ne sont pas forcément très avancées. Alors, d'expérience du club, on a une relative homogénéité, on a essentiellement 3 grandes marques qu'on retrouve sur le matériel des membres du club. Lenz, ESU et Zimo, qui sont des marques ou allemandes ou autrichiennes, et avec lesquelles on a en gros aucun problème. Bon, on en fait claquer quelques-uns de temps à autre, soit parce qu'on a fait des mouse manip, ou soit parce que c'est de l'électronique, et souvent ce type d'électronique claque au démarrage ou ne claque pas. On a certains décodeurs qui sont anciens sur des machines. On a encore, pour ceux à qui ça parle, des Lockpilot, des Locksound V3.5 qui marchent très bien depuis des années. Donc, en général, l'investissement, on le fait une fois. Et qui continue de fonctionner. Alors, le décodeur. On va aujourd'hui aborder le très classique décodeur à 3 ou 4 fonctions, dont la prise on l'appelle 8 broches, 8 pins. Du point de vue normalisation, c'est la NEM 652. Là, je vous donne des tailles à peu près qu'on trouve suivant les marques. Donc, vous voyez qu'on n'est pas sur des très gros décodeurs. Enfin, il faut les faire rentrer dans nos petites machines. Le principe, on l'a déjà vu tout au début dans la série précédente. Le rail droit qui est mis en rouge, qui va arriver vers le décodeur. Et ce qu'on appelle le rail gauche, puisqu'on considère un sens de marche vers la droite, qui va arriver au décodeur. Et le décodeur va alimenter le moteur avec respectivement les fils orange et gris. Donc ça, c'est déjà la prise de courant, rail droit, rail gauche. Alors comment il fonctionne le décodeur? C'est un ensemble de petits composants sur la petite plaque. Donc vous avez le courant qui arrive sur les rails DCC, qui en fait est un courant fait d'impulsion. Vous avez un pont de diode qui est en entrée des 2 rails et qui va permettre donc de récupérer le plus, qui est le fil bleu, je pense qu'il est connu par beaucoup d'entre nous. Derrière le pont de diode, vous avez un processeur qui ne s'alimente pas tout à fait de la même façon d'ailleurs. Vous avez un composant qui est le contrôle du moteur, et vous avez un composant qui se charge des fonctions. Donc dans le cadre de notre décodeur, on a jusqu'à 4 fonctions qui sont en général lumière avant, lumière arrière, et les 2 fils vert et violet qui peuvent nous servir suivant les cas, à être utilisés pour de nouvelles fonctions. Alors dans la norme NEM 652, on ne décrit que 7 fils. Le vert et le violet, eux, font partie en général des décodeurs, c'est-à-dire qu'on vous livre rarement un décodeur avec 7 fils, mais on vous livre 8 fils complets et on vous livre le violet à côté qui n'est pas sur la prise à 8 pins. Alors, chaque pin a un numéro dans la norme et derrière ce numéro vous avez une couleur. Donc
Le but, c'est quand même, au bout d'un moment, d'arriver à peu près à connaître par cœur ces 8 couleurs et leur destination. Donc le orange, il est pour le moteur à droite. Je vous laisse un petit peu lire. Jaune, l'éclairage entre guillemets arrière. Le vert, c'est ce qu'on appelle l'auxiliaire 1. On verra comment on peut l'utiliser. Le noir, c'est le rail à gauche, ça on l'a vu tout à l'heure. Le gris, le moteur à gauche, on en a tous parlé précédemment. Le blanc, l'éclairage dit avant. Le bleu, c'est le commun qui est un plus. Ce qui veut dire que sur les LED, le bleu va arriver sur la pin plus des LED. Et puis le rouge, c'est le rail droit. Donc le fil violet, lui, on correspond à l'auxiliaire 2 et il a exactement le même type d'utilisation que le fil vert. Donc pour mémoire, les fils blanc, jaune, vert et violet ont une polarité négative puisque c'est du courant continu. Alors, façon de les nommer, Lenz les appelle ABCD, donc avec la correspondance que je vous donne. Chez d'autres fabricants comme par exemple ESU, puisque c'est les deux fabricants qu'on utilise beaucoup. Chez ESU, on va appeler ça lumière avant pour blanc, lumière arrière pour jaune, aux 1 pour le vert et aux 2 pour le violet, qu'on retrouve d'ailleurs après plus tard dans le programmateur ESU. Alors le décodeur mobile, on reconnaît un décodeur standard, donc à gauche le décodeur standard, à droite le décodeur de fonction qui est plus petit, dans lequel il n'y a pas le contrôle moteur. Alors vous avez certaines sociétés comme Lenz qui ont renoncé à faire des décodeurs de fonction, et donc on peut transformer un décodeur classique en décodeur de fonction avec une variable de configuration spécifique à Lenz, dans laquelle on désactive le processeur qui contrôle le moteur et on le transforme les deux sorties moteur en sorties de fonction supplémentaires. Alors ici des photos qui ne sont pas très récentes, elles sont de 2013, mais ça vous donne quand même les ordres d'idées des générations. Tout à droite, les deux photos à côté de la pièce de 1 cent qui donne la taille des appareils. Vous avez celui qui est un petit peu dans une sorte de scotch marron, c'est un vieux Lenz LE135. Et celui qui est à gauche doit être, je pense, un ESU. Donc vous voyez par exemple la miniaturisation qui s'est faite à la taille des câbles qui sont beaucoup plus petits. Et vous les retrouvez à gauche. Donc à votre gauche, vous avez un décodeur micro, vraisemblablement 8 pins au centre, le vieux décodeur Lenz et puis le décodeur classique, je pense ESU. Alors la prise en elle-même, la prise on va la retrouver classiquement, donc avec l'heure de numérotation des pins. Vous vous souvenez, je vous ai montré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien ici vous avez la façon dont la prise est numérotée. Bon. Donc la voilà ici avec la prise dans les deux sens, prise très, très classique, que je pense beaucoup d'entre nous qui avons fait de la digitalisation de machines ou de la digitalisation de machines sans prise, non prééquipées, avaient déjà pratiqué. Alors on va essayer un petit peu de retenir rapidement des grandes lignes. Les couleurs et rôles des fils, donc tout ce qui est rouge et noir c'est la prise de courant, orange et gris c'est l'alimentation du moteur, avec une concordance rouge va avec orange, noir va avec gris, le bleu c'est un plus commun, le jaune et le blanc en général c'est de l'éclairage, on s'en sert pour de l'éclairage, le vert et le violet on s'en sert sur des sorties auxiliaires, je vous montrerai quelques schémas où on a opté pour s'en servir aussi comme éclairage, et vous allez voir pourquoi. Alors, autre point qu'on va voir maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait pour digitaliser une machine. Maintenant qu'on a, en gros, on a acheté une centrale, on a acheté des décodeurs, on sait à peu près programmer notre décodeur. Maintenant, on veut le mettre bien sûr dans la machine et donc on passe à la digitalisation des machines. Alors, voilà, on fait passer notre machine du monde classique, du courant analogique, où on met un courant de traction qui alimente à la fois le moteur et l'éclairage, voilà, vers un monde où le courant est envoyé par une centrale, il est analysé par un décodeur, et puis ensuite on alimente le moteur et l'éclairage.
Donc une fois qu'on a digitalisé la machine, on tourne toujours un bouton, un curseur, le train avance dans un sens ou dans un autre. C'est pas tout à fait le même, c'est là l'une des nuances. Vous vous souvenez, on l'a présenté dans l'épisode précédent. Digitalisation vraiment de base, un schéma électrique, donc quand on est sur une machine analogique. Donc je vous ai remis un peu les rails rouges, les rails noirs à dessin pour qu'on puisse comparer. Donc d'un côté, vous avez un rail qui alimente le moteur, une série de LED en général qu'on met tête pêche, classiquement une résistance 1000 ohms ou plus ou moins. Enfin là, je vous laisse choisir sur un type de LED. Et on est sur un système en général assez classique. Quand on va dans un sens, la LED blanche s'allume, la LED rouge de l'autre côté et inversement, en fonction vraiment du sens du courant. Quand on arrive avec un décodeur, donc là je vous ai mis un schéma très complet, avec un montage où on est allé un tout petit peu plus loin que la version rouge-blanc, enfin blanc-rouge comme vous voulez. Là on a aussi utilisé toutes les sorties disponibles, donc la sortie verte et la sortie violette, c'est ce qui va permettre de faire une inversion des feux un petit peu mieux commandée. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On retrouve notre rail rouge ici, on retrouve notre rail noir ici, donc entrée sur le décodeur. On va ressortir ici le gris en principe qu'on a pareil avec le noir et le orange que l'on a pareil avec le rouge. Et puis notre bleu qui arriver en plus, qui va être un commun pour des LED. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ici on va alimenter une LED, donc on est ici théoriquement on partira comme ça, la marche avant, cabine 1, temps d'air, chaudière en avant comme vous voulez. Donc ici on va avoir sur le fil blanc une LED blanche ou jaune ou blanche chaud comme vous voulez, et sur le fil violet on va alimenter une LED rouge. Et on va faire la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire que le fil jaune va alimenter la LED blanche, le fil vert va alimenter la LED rouge. On va me dire pourquoi? C'est intéressant parce que vous allez pouvoir en temps normal, si vous n'activez ni la fonction, donc l'auxiliaire 1, auxiliaire 2, là je partais en termes ESU ou les fonctions C ou D chez Lens, vous allez partir, vous n'allez avoir que la lumière blanche de la machine qui va s'allumer. Donc c'est intéressant, c'est quand on tracte, on voit pas la petite LED rouge. Alors à savoir certaines marques comme Zimo, Lens désormais et puis ESU vous propose au travers d'un peu de programmation de faire qu'avec la touche par exemple F1, vous allez décider que le rouge s'allume en fonction du sens de marche. Donc par exemple avec la touche F1, on va dire que quand la lumière blanche est allumée, c'est-à-dire entre guillemets ce qui s'appelle la marche avant, la lumière rouge s'allumera, donc le fil vert, et inversement. Donc ça c'est de la programmation, donc en général il est quand même préférable si on veut avant aller assez loin d'avoir les programmateurs. C'est pour ça que je vous parlais d'une certaine cohérence dans votre parc de décodeurs. Comment on digitalise des machines? Le premier cas, effectivement, on en voit de plus en plus, alors surtout sur les machines sonorisées, acheter une machine équipée. Ça c'est pratique, on a moins à faire, moins à changer. En général, si elle est équipée du décodeur sonore, on aura en tout et pour tout, éventuellement la courbe de vitesse, et puis l'adresse à changer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut quand même savoir quelle est la marque du décodeur qui est mise sur les machines. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que Hornby, par exemple, monte du ESU. Rocco monte du Zimo. Brava est passé sur une marque qui s'appelle Deleur et Haas. Donc, quand vous achetez une machine, Eljan par exemple mettait du ESU comme décodeur digital. En règle générale d'ailleurs le groupe Hornby prend son matériel chez ESU. Donc c'est intéressant de trouver la marque parce qu'en termes de programmation, c'est exactement ce qu'on peut faire ou ne pas faire avec certains décodeurs.
Le deuxième cas, c'est des machines équipées de prises normalisées, comme maintenant pratiquement toutes les machines sont livrées. Ce n'était pas le cas, je vais vous dire, en 2013, quand on a fait cette première présentation. Toutes les machines n'étaient pas encore équipées de prises, puis on avait encore un gros reliquat de vieilles machines, même chez Rocco, non équipées de prises. Ou alors ces machines étaient équipées de prises, mais je me souviens des difficultés pour loger le décodeur. Par exemple, sur les 9300 de Rocco, les décodeurs Lensu, ISU, voire Zimo ne tenaient pas toujours dans l'espace qu'on pensait pouvoir utiliser. Le troisième cas, c'est une machine complètement non équipée, puis on va l'équiper entre guillemets de fond en comble. Et puis le quatrième cas, on a la chance en France d'avoir un artisan qui nous a créé des plaquettes qui permettent un remplacement assez aisé sur l'essentiel des grands modèles de machines françaises que l'on a, et on le verra tout à l'heure. Il est clair que ça simplifie énormément le montage. Alors, en gros, qu'est-ce qu'on peut digitaliser? Presque tout. Avec les derniers types de les décodeurs type micro, Next 18, on arrive à équiper même les petites machines, une 030 JOUF, un Y8000 Rocco. Il reste quelques difficultés avec les vieux moteurs Fleischmann. Donc là, il faut remplacer le flasque moteur par un flasque moteur isolé qu'on arrive à trouver en pièces détachées. Soit en France, si vous avez un détaillant qui vous les propose, soit en Allemagne où l'expérience nous a montré que c'était là où on avait le plus de facilité à en trouver. Alors un petit peu d'outillage, donc nos outillages classiques de modéliste. Moi personnellement j'ajouterais quelques équipements. Le fer à souder c'est évident, du fil de 2/10 souple, donc avec toutes les couleurs utilisées dans le digital, sauf le marron puisqu'il est utilisé pour les haut-parleurs. Et pensez à une chose, c'est qu'on consomme pas mal de blanc, de bleu, de jaune, parce que finalement pour aller atteindre les feux, c'est souvent les longueurs les plus importantes puisqu'on est aux extrémités des machines. Alors dans ce cas, je vais vous proposer de travailler avec de la plaque pastillée, de la plaque enduite de cuivre non photosensible. Voilà, parce que ça a été aussi les premiers tests pour faire des digitalisations de machines par soi-même. Alors voilà, la plaque pastillée, vous l'avez à gauche, la plaque enduite de cuivre à droite, donc suivant les cas, c'est un petit peu aussi fonction de machine et puis de la disponibilité. Alors il faut, classique, il faut des ampoules ou alors des LED, suivant ce que vous voulez installer. Le choix des ampoules est très vaste, on a même maintenant des bicolores blanc-rouge avec une anode commune, c'est-à-dire un plus commun, intéressant quand on a des vieilles machines. Par exemple, pour poser dans une CC 7100, en général, c'est très intéressant. Cette CC 7100 époque 3, où il n'y a pas forcément les fanaux rouges déjà mis en place. Je pense par exemple à une machine comme la machine Rivarossi. Alors des résistances, bien sûr, de préférence type CMS, simplement parce qu'elles sont plus petites, elles tiennent beaucoup moins de place. Des connecteurs tulipes pour réaliser éventuellement des prises femelles pour les décodeurs NEM 652 avec une prise NEM 652. Ce sont des expériences que nous avons faites et qui sont intéressantes parce que ça permet de rendre le décodeur amovible au cas où. Et puis des fraises pour métaux, parce que de temps à autre, il faut parfois un petit peu faire de fraisage sur le Zamac pour dégager de la place. Voilà, donc si on a à peu près tous ces matériaux, mais qui font, je pense, partie de nos petites boîtes à outils de modélisme, on peut attaquer les étapes. Alors, au club en général, personnellement, on voit 4 grandes étapes, il peut y avoir d'autres choses, une chose que j'appelle l'audit de la machine. Il faut voir un petit peu tout ce qui est fil, ce qu'on aura à tirer, l'implantation, comment on va implanter le décodeur, la connexion du moteur au décodeur et éventuellement un test avant de passer aux parties éclairage, parce qu'on peut avoir quelques paramètres à revoir vis-à-vis de la force contre-électromotrice, suivant les marques de décodeur. Puis ensuite la connexion de l'éclairage, le test, et puis éventuellement on remet la carrosserie de la machine, si tout va bien.
Alors là, je vous propose un petit peu une machine, c'est une 67 000 Jouef, la 409, avec le double moteur, donc dans les dernières séries sorties par Jouef Champagnole. Donc la première chose, ça a été de repérer un petit peu où arrivaient les fils. Donc, ici, on a les deux fils qui arrivent des rails. Un commun qui va se... Enfin, plus exactement, l'alimentation se fait par prise sur les bogies. Donc ici, on a le transfert entre les deux moteurs. Ici, c'est l'alimentation qui s'en va vers des LED qui sont dans la cabine. Ça, c'est un autre exemple. Au lieu de créer une platine, j'ai récupéré une platine. Ça, c'est celle d'une Crocodile Rocco avant la version digitalisée. Donc, en gros, repérer où est l'alimentation du moteur, l'arrivée du courant depuis la partie roue isolée, l'arrivée du courant depuis la base du châssis, dans ce cas-là, c'est le cas. Et puis, le retour du courant vers les ampoules, le sélecteur Pantorail, donc vous voyez des pièces. Ce qui a donné en finale, vous voyez un gros démontage. Et ensuite, donc on voit ici les rails qui sont alimentés. Le moteur qui est alimenté. Ici, les fils noirs et les fils rouges. Donc on se sert des morceaux de plaque pour faire arriver le courant. Et ici, le bleu qui est le commun, qui est sur l'ancien sélecteur. Enfin bref, là, une récupération de la platine. Puis vous voyez ici d'ailleurs les deux fils vert et violet qui n'ont pas été utilisés pour la digitalisation de cette crocodile. Alors juste pour info, elle a quand même nécessité de changer le châssis en Zamac au centre parce que les premières crocodiles n'étaient pas prévues pour recevoir un décodeur. Et la deuxième version permet de recevoir le décodeur. Là, on est sur la 2D2 9105 de chez Jouef, donc que j'ai digitalisé aussi. Donc là, si on regarde, on a énormément de place. Là, on a l'arrivée du courant venant du châssis, et ici l'envoi vers les ampoules et une LED. Donc, quand on est avec des ampoules, en général, c'est très intéressant parce qu'en digital, on n'a même pas à mettre de résistance. Ces ampoules, en principe, supportent bien le courant. Donc là, on a la place et puis grande simplicité de câblage à l'origine. Alors l'audit, il est quand même important parce qu'on va un petit peu réfléchir au câblage, l'installation du décodeur. On recherche la place, mais on peut voir aussi le câblage d'origine de la machine. Peut-être qu'on peut le réutiliser partiellement ou le refaire. Un petit truc, moi quand j'ouvre les machines, je fais parfois des photos. Alors avec l'expérience à la longue, ça devient moins utile, mais quand on commence, je faisais des photos, puis une fois imprimées ou visible sur le PC, on repère un petit peu comment reprendre les montages, d'où arriver les fils, lequel est à remettre au rouge, lequel est à remettre au noir. Donc c'est une méthode comme une autre. Alors, l'implantation du décodeur, définitivement internalisé ou amovible, bon. Le fait de le rendre amovible, ça peut être intéressant si on veut changer, passer à une génération plus performante, ou alors parfois passer à un décodeur sonorisé, alors qu'on a commencé par un décodeur non sonorisé, ou alors de revenir à de l'analogique en remettant le cavalier. Ça conditionne un tout petit peu le choix de le type de plaquette qu'on réalise, selon mon choix. Et voilà. Pas réaliser aussi de soudure de fils sauvages entre eux, des fils qui vont se souder les uns sur les autres, c'est pas forcément idéal. La plaquette a ce petit avantage, c'est de faire des points où on soude et on fait les connectiques. Voilà. Pour connecter le décodeur, on peut récupérer la plaquette électronique ou alors la créer. Moi, je vais vous proposer dans la suite des schémas de plaquettes de connexion. Je me limite à 18 pôles. Alors, à l'époque, il y avait le 21 MTC qui était très intéressant, qui arrivait sur le marché avant le Plus 22. Mais là, il faut à l'époque, et c'est toujours le cas, il vaut mieux acquérir des plaquettes de connexion spécialisées. Et on verra que c'est ce qui se passe avec les plaquettes proposées sur le marché. Alors, je vais vous proposer 3 réalisations personnelles. Donc la 7200 Aeroco, des machines très très classiques et toutes simples, mais qui permettent d'avoir un bon aperçu de ce que j'ai fait.
7201, ben, je vous propose voilà, la plaquette d'origine. Donc là, on est sur des machines 7201, une des premières sorties par Rocco, donc de tête 76 ou 77, voire 78. Donc une plaquette, tout ce qu'il y a de plus simple, les deux ampoules, il y avait les conduits de lumière, et qui a été remplacée par une plaquette pastillée, un petit peu retaillée pour permettre le positionnement du décodeur. Et ici à gauche, même une toute petite prise type tulipe, qui permettent de faire la connectique de tout l'éclairage qui lui a été mis suspendu et attaché à la cabine. Enfin, pardon, à la carrosserie. La 67409, ben là j'ai dit je mets un décodeur et de toute façon j'y toucherai plus. Donc là je suis parti sur la plaquette d'enduit de cuivre qui est non photosensible. Donc premier coup j'ai fait voilà, un petit schéma qui vous donne les zones. Les différentes zones fil du décodeur, vous voyez, parce que là j'avais des lampes, donc ça c'est un cas où on le fait avec des lampes. Quand on passe avec des LED, et ben, il faut couper de façon à ce que le fil qui arrive du décodeur, on puisse mettre une résistance et ensuite aller vers la LED. Voilà, ça peut être celui-là le schéma. Donc dans ce cas, on découpe ce que je vous disais, la zone jaune, la zone blanche. Là, je n'osais pas mis de données de valeur pour des résistances. Suivant les types de LED, voilà, je mettais souvent des 2000-2200 ohms. Vous pouvez mettre moins, ça va aussi jouer vraiment sur la fonction de la LED que vous installez. Et je pars avec des résistances CMS. Bon, ça a l'avantage d'être de plus petite taille. Quand on a les yeux un petit peu fatigués, c'est un petit peu plus délicat à poser, ça demande une loupe, c'est vrai, mais ça permet aussi de minimiser l'épaisseur de tout l'ensemble quand on le pose dans la machine. Voilà, donc on est sur tout à fait le schéma que je vous ai proposé de plaquette, il est tout à fait adapté pour ce schéma que je vous avais proposé, ou qui est le schéma classique que j'ai réalisé. Et puis on peut aussi dissocier les fanaux des feux avant. Donc à ce moment-là, il y a un des fanaux qui va au fil vert et l'autre au fil violet. La touche 1, on active l'un des fanaux. La touche 2, on active l'autre. Et dans ce cas, il faut aussi découper la zone violette et la zone verte de façon à insérer une résistance qui va protéger les LED quand on utilise les LED. Alors, je vous ai mis fil à l'envers l'accessoire parce qu'on pourrait très bien imaginer qu'on a... Avec ce fil violet, on fait fonctionner par exemple un ventilateur moteur que l'on trouve dans les toits des machines diesel. Donc voilà, je vous représente ce schéma qu'on avait vu tout à l'heure où on a séparé l'alimentation définitivement entre la LED blanche et la LED rouge, c'est-à-dire qu'on est vraiment avec des alimentations séparées. Et donc on pourra jouer pour avoir les fanaux rouges allumés uniquement quand on le souhaite. Donc la plaquette, voilà à quoi elle ressemble. Donc c'est complètement artisanal, c'est gratté, mais ça vous donne à peu près les positionnements de chacune des zones. Et la voilà posée dans la machine. Donc, vous voyez ici les petites résistances CMS dont on parlait, vous les avez un petit peu partout. Et donc tous les fils, je laisse vous arrêter et puis regarder tous les fils qui sont positionnés dans les machines. Alors je pense que cette machine, elle est peut-être sur une des vidéos du club, elle a dû tourner une ou deux fois pour faire des essais, vérifier son bon fonctionnement, et elle tourne d'ailleurs très bien. Autre type, là, ce que je vous propose aussi, c'est carrément de réaliser un connecteur NEM652, et à ce moment-là, on a un décodeur amovible. Donc là, il faut acheter du connecteur tulipe avec un port RM254. Et moi, ce que je fais, je coupe deux morceaux de 4 et puis je les colle pour obtenir un connecteur femelle. Alors, 8 ou 9 pins, vous voyez, si vous voulez un morceau de 4, un morceau de 5. Donc, ce qui fait une plaquette qui ressemble à peu près à ça. Vous retrouvez le bleu, le blanc, et là, on est vraiment obligé de se mettre dans l'ordre de la norme. Le rouge, le gris, le noir, et ensuite on les redécoupera si on a besoin, par exemple le blanc, d'insérer une résistance pour des LED. C'est le cas ici où vous le voyez, donc j'avais le connecteur tulipe est posé, vous retrouvez le noir, là vous avez le vert qui a été découpé pour permettre justement
d'insérer ici une LED, le jaune ici avec des petits points de soudure qui attendent, le rouge est là, le orange. Donc on est vraiment dans l'ordre. Et puis le violet qui est ici aussi. Alors lui, je l'ai mis un peu plus loin. J'ai récupéré un peu de place sur le bleu pour pouvoir éventuellement poser le violet. Je dirais une version améliorée. Là, on disposait 9 fils de notre décodeur. Donc ça, c'est l'installation que j'avais fait dans une CC70001 de Jouef. Et donc où j'avais utilisé l'ensemble des possibilités. Donc vous voyez ici le décodeur et des fils qui permettent ensuite d'alimenter la machine. Alors maintenant, venons-en aux plaquettes du commerce. Donc l'artisan, vous, je pense que vous le reconnaissez, ou vous reconnaissez la production. Moi, c'est Miniature Passion. Gros avantage, c'est que vous achetez une plaquette, la prise pour le décodeur est prête, et toutes les sorties ont été préparées avec ou sans des emplacements de résistance suivant le type de plaquette. Ici, ça c'est la plaquette d'une BB8100 avec le décodeur Nex18. Vous marquerez la prise extrêmement petite ou un Nex18 sonore qui est un tout petit peu plus grand. Vous voyez, la pièce de 200 vous donne la taille du décodeur. Et là, vous avez ici la plaquette d'origine de la machine. Vous voyez une nette différence. Il faut savoir que Miniature Passion est allé jusqu'à pousser le plus la cerise sur le gâteau à mettre l'éclairage directement. Donc ici, à cet endroit et à cet endroit, vous avez une LED qui revient attaquer les canaux conducteurs, les petits fils, la pièce plastique conductrice de lumière. Et on allume comme ça la machine. Donc voici les deux châssis. Vous voyez le nouveau châssis avec le retour du courant ici, le moteur, l'alimentation moteur qui est là désormais, donc elles étaient ici, pardon, les machines sont inversées. Et vous voyez ici le décodeur avec la pièce de 200 € qui vous donne un ordre d'idée de la taille du décodeur. Autre plaquette, alors on voit tout de suite la marque, là on est sur une 9300 Rocco, je pense réinstallée sur un châssis plus moderne. Encore que j'en sais rien. Mais vous voyez ici le décodeur Plux 22. Là, les deux prises de courant sur les deux arrivées de courant sur le moteur qui sont programmées. Et suivant le cas, donc ici en fait je suis récupéré, je n'ai pas eu recours, on est encore sur les versions à ampoule. Donc vous voyez ici un fil vert, un fil blanc, donc la machine part comme ça par défaut en cabine 1. Le fil violet qui vient sur une ampoule rouge et le fil jaune qui vient sur une ampoule blanche, puisque sur ces machines-là, du fait des vis ici, vous avez le bleu, qui est donc le commun de tous les accessoires, qui est mis à la masse de la machine, plus exactement au châssis. Il n'y a pas de transition vers les roues de la machine. Donc voilà, c'est vrai que c'est un investissement de l'ordre aujourd'hui à peu près de 12 € sur le site de Miniature Passion. Avantage, on se simplifie la digitalisation de la machine. Donc voilà, ça c'est les dernières choses qu'on a faites. Sans faire de publicité pour Miniature Passion, au niveau du club, de nombreux membres du club ont eu recours à ces plaquettes. Elles sont très intéressantes. Pourquoi? Parce que vous voyez ici, il y a deux fils qui sortent et deux fils qui sortent. Et ces fils permettent de faire aussi l'éclairage de la cabine de la 9300, ce qui donne un petit peu plus de jeu, puisque dans ce cas, le propriétaire, du fait que ce soit un décodeur ESU, a joué sur les fonctions, et donc l'éclairage de la cabine ne se fait qu'à l'arrêt. Une fois qu'on l'a déclenché, dès que la machine repart, l'éclairage de la cabine s'éteint. Donc vous voyez, on arrive à un jeu, ou du jeu si on peut dire assez intéressant, avec un décodeur Plux 22 qui dépose suffisamment de fonctions. Alors les différentes prises, bon, ça c'est de la norme, mais en gros retenir voilà, les prises Plux 8 s'enclenchent dans une 12, dans du 16, dans du 22. Aujourd'hui, si on regarde un petit peu le marché, Plux 8, 12, on n'en voit pratiquement pas, quelquefois un peu de Plux 16. Et pour des problèmes de taille sur des machines, mais aujourd'hui de plus en plus les fabricants comme Pico, Rocco sont partis sur du Plux 22. Alors vous avez un petit peu toutes les grandes, les Plux, et le Plux 16 Sound en fait on ne le voit pas, c'est plutôt maintenant du Plux 22 sonore.
Les positions, il y a un index qui est un détrompeur, donc en fait on n'a pas 8 pins actifs, mais on en a 7 sur la Plus 22 et ainsi de suite. Donc ça c'était les prises Plux, la prise MTC 21 qui est une prise qui n'a plus d'évolution du point de vue de la norme, mais qui reste quand même très très utilisée par de nombreux constructeurs. Vous en avez ici un certain nombre et je pense qu'il y en a d'autres que je n'ai pas mentionné. La Prix Next 18, ce sont des fabricants européens qui l'ont construite. Vous avez d'ailleurs le site de cette communauté de fabricants de matériel digital européen. En France, donc c'est CDF, que je pense que vous connaissez, qui contribue à ce groupement. Et c'est une norme qui s'appelle la NEM 662. Et la prise, elle arrive directement de la téléphonie mobile. Donc voilà la prise Next 18, donc 18 pôles. Donc c'est quand même intéressant. Ça c'est le support, il est sur la machine. Ça c'est la fiche qui est sur le décodeur. Et il y a un détrompeur. Enfin, en principe, il n'y a pas d'erreur de positionnement, et il y a un positionnement un peu asymétrique, donc qui fait qu'on peut normalement pas se tromper quand on positionne son décodeur. De plus, vous regarderez, mais en général on ne peut pas se tromper parce qu'il n'y a qu'un seul sens pour le mettre du fait de la place disponible. Voilà, bon, les numéros de contact, pareil, avec l'utilisation, ce à quoi ça sert, mais ça on le retrouve dans les documents et je vous les laisserai lire plus tard. Un petit peu ce à quoi ça sert. Et puis en conclusion, on arrive à la fin de cette présentation. Quelques grandes lignes quand même. C'est une nouvelle technologie avec un démarrage de base qui est assez aisé. Il y a beaucoup de littérature. Donc à l'origine, cette présentation elle était destinée aux membres du club. Donc on se trouve d'être un club où on est plusieurs à maintenant avoir maîtrisé cette technologie, pas maîtriser avec modestie bien sûr, donc pouvoir vous aider à bien appréhender, à comprendre cette technologie. Et puis bien sûr on l'applique, si je puis dire, au quotidien, régulièrement, puisque nous disposons d'un réseau digital qui nous permet de nous faire la main et de mieux comprendre et d'avancer au fur et à mesure que nous utilisons cette technologie. Alors, questions-réponses, on ne va peut-être pas pouvoir en faire aujourd'hui. Il n'y a pas franchement d'interactivité. Néanmoins, bien sûr, vous pouvez nous écrire sur la boîte mail du club, ou éventuellement réagir au travers de la page Facebook, puisqu'on est aujourd'hui sur Facebook. Privilégier néanmoins la page du club, on essaiera toujours de vous répondre, ou éventuellement vous nous appelez sur le numéro mis sur la page Facebook. Voilà, on vous remercie pour votre attention, et puis on espère que vous pourrez vous mettre à fond dans le digital. Au début, nous étions un petit peu pas réticents, mais attentistes, en fait, quand nous avons commencé en 2010 à peu près. Aujourd'hui, pour l'essentiel d'entre nous, il n'y a pas de regret d'avoir fait le saut, même si ça implique un peu plus de budget chaque fois qu'on achète une machine, puisque au prix de la machine, il faut rajouter en moyenne 30 € ou 100 à 120 € pour un décodeur sonore, mais il est vrai qu'il n'y a pas de regret. Encore merci pour votre attention.